Smart et réglo, comme chaque semaine, ou presque, avec Étienne Pujol, avocat en droit du travail, cabinet Berilo. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. On va parler d'un sujet, alors évidemment dans le lancement qui est dès le départ un peu lourd. On a déjà parlé ensemble des accidents du travail, mais on va parler aujourd'hui des accidents du travail mortels, parce que le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski, j'allais dire, a tapé du poing sur la table et a décidé de s'engager sur ce sujet. J'ai vu le chiffre, peut-être 550 salariés sont morts sur leur lieu de travail ou en accident du travail mortel. Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui est évidemment trop lourd, qui est très important. Il représente en fait un accident du travail sur 1000. Donc en gros, il y a 550 000 accidents du travail chaque année dans les entreprises et sur ces 550 000, il y en a 550 qui malheureusement provoquent la mort des salariés. Donc c'est quand même un chiffre qui est trop élevé, alors qu'il a été en baisse sur les années, depuis les années 2000-2010, mais qui est, et c'est le constat qu'a fait le secrétaire d'État, qui est stable, et donc on atteint une sorte de palier, de plateau, et en dessous duquel on n'arrive pas à descendre. Et c'est vraiment ce sur quoi souhaite se focaliser maintenant le gouvernement avec les partenaires sociaux. 550 femmes et hommes, on reviendra sur leur statut, parce que j'ai vu qu'il y avait le débat de l'intérim, du statut des salariés, qui avaient des statuts particuliers, mais concrètement, comment Laurent Pietraszewski entend régler ou tenter de faire baisser cette dynamique ? Alors, c'est un plan en plusieurs étapes, en fait. Là, on se focalise vraiment, ce qui a été annoncé il y a quelques jours, c'est vraiment se focaliser sur les accidents qui touchent les publics les plus fragiles et les accidents les plus pathogènes, entre guillemets, même si ce thème est un peu barbare. En fait, on vise quoi ? On vise les jeunes, ceux qui rentrent sur le marché du travail et qui n'ont pas forcément l'appréhension de la dangerosité de leur travail. On vise les intérimaires aussi, qui viennent embaucher le matin sur une nouvelle mission, et puis ça dure que quelques heures ou quelques jours. Et à l'arrache, j'ai envie de dire. Oui, last minute, etc. Partent sur des situations de danger. Oui, et de la même manière, les travailleurs détachés aussi, qui arrivent comme ça sur une mission ponctuelle et qui n'ont pas forcément le bénéfice des actions de formation. Or, on le sait depuis très longtemps sur les machines dont la dangerosité est avérée, et il est indispensable de proposer et d'imposer même des actions de formation. Sinon, s'il y a un accident, c'est la faute inexcusable de l'entreprise. Mais là, la volonté de ce plan, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les salariés dans la connaissance de ce risque. C'est pas tant en fait réduire la dangerosité des machines, parce que les machines elles sont là, etc. Et les inspecteurs du travail et les médecins du travail viennent et constatent. Des machines et des camions, parce qu'il y a eu un débat aussi de Fenwick, de Smirmork qui recule, d'engins de chantier, malgré le fait qu'il y ait le bip bip bip. Parfois on le supprime et il y a eu des morts. C'est terrible. Vous dites donc que le ministre veut en fait en amont former le mieux possible le jeune, par exemple, ou l'intérimaire qui doit avoir... Mais ils l'ont cette formation ou pas, ou c'est fait sur les machines, oui, généralement, quand on intervient sur une machine qui peut happer le bras, j'ai eu le cas chez un client d'un bras qui a été happé, il y a des mécanismes automatiques, des barrières automatiques, il y a protection. Exactement. Mais là, c'est plus former ceux qui prennent poste sur tous les aspects de dangerosité liés aux actions qu'ils vont entreprendre sur cette prise de poste. Alors, il y a un sujet là qui concerne vous, les avocats, c'est-à-dire que c'est non seulement accompagner jeunes et intérimaires, mais les entreprises sont sollicitées. Elles doivent véritablement s'engager sur le sujet. Exactement. Les DRH et les entreprises, d'une manière générale, doivent vraiment être sensibilisées à cela. Et beaucoup d'entreprises, en fait, ne savent pas qu'elles bénéficient déjà d'aide de la Caisse d'assurance maladie ou de la CARSAT, enfin des différents organismes pour soit acheter des équipements de protection, soit faire un audit des garde-corps, par exemple, parce qu'un des points de ce plan consiste à traiter du travail en hauteur, parce que il y a des chutes, ça arrive. Donc acheter des garde-corps, vérifier cette dangerosité quand on passe sur des passerelles, vérifier qu'on ne puisse pas l'enjamber par inadvertance ou parce qu'on se croise trop près. Ça veut dire que les entreprises doivent être extrêmement vigilantes sur la mise en place des protections, parce que parfois l'entreprise va vite et l'entreprise rétorque: je suis sous-traitant d'une très grande entreprise, mes délais sont courts. C'est l'argument utilisé, et j'ai pas le temps. Sinon, je suis pas dans les délais. J'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent. Parce que le plan se focalise aussi sur les TPE et les PME qui n'ont pas forcément les moyens de prendre ça en considération. Dans les grandes entreprises,
Franchement, ils ont tous leurs outils de vigilance, etc. Le dialogue social fait remonter la sinistralité. Dans les TPE et dans les petites PME, non, on n'a pas ces outils-là. Et donc, un des objectifs vraiment de ce plan, c'est de se focaliser sur ces entreprises qui n'ont pas forcément les moyens. Et un des chantiers qui va être mis en place, enfin qui est mis en place par ce plan qui a été annoncé, c'est vraiment que les organismes administratifs de supervision, de contrôle ou d'accompagnement aillent dans les entreprises. Des moyens vont être déployés pour qu'elles aillent dans les entreprises pour sensibiliser le chef d'entreprise ou le RRH à cette dangerosité et à la prise en compte de ces éléments. Alors vous avez évoqué tout à l'heure les inspecteurs du travail. Alors ils ont un rôle important, mais c'est souvent parfois dans la sanction. Mais il y a aussi la CNAM, l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils font déjà? Ils interviennent, ils font de la prévention? Oui, ils font de la prévention. Alors souvent c'est à l'appel de l'entreprise. Là, un des objectifs du plan, c'est qu'elles aillent en push quelque part. Pardonnez-moi cet anglicisme. Inspecteur du travail. Quoi. Voilà, exactement. Mais toujours de manière préventive, c'est-à-dire un peu plus bienveillant que l'inspecteur du travail qui va sanctionner. Encore que là aussi, le rôle de l'inspecteur du travail a évolué et il est aussi dans l'accompagnement de l'entreprise. Il est beaucoup moins dans la sanction et beaucoup plus dans l'accompagnement. Il vient dans la sanction quand évidemment, malheureusement, il y a eu un accident. Et là, la CNAM, oui, va être incitée à aller dans les entreprises, notamment dans les petites entreprises, pour aller surveiller et accompagner le chef d'entreprise dans ces éléments-là. Acronyme barbare que l'avocat que vous êtes va nous dévoiler, le DUER. Ça, il joue un rôle important. Oui, il joue un rôle important parce que souvent, malheureusement, je le constate quand on fait des audits en vue de l'acquisition d'entreprise, on constate qu'il n'est pas à jour. Le DUER, c'est quoi? C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et en fait, c'est un document qui est obligatoire. Peu d'entreprises le savent, mais dès le premier salarié, il faut en mettre un en place. Et il faut l'actualiser chaque année. On en a beaucoup parlé, et je me souviens qu'on en a parlé ensemble, notamment lors du Covid. C'est-à-dire qu'il fallait appréhender le risque Covid dans le document unique d'évaluation des risques. Toutes les entreprises doivent le mettre en place et elles doivent l'actualiser. Et c'est pas uniquement pour des postes, entre guillemets, potentiellement pathogènes, même des postes assis, même dans des sociétés de prestation de services. Il faut tout appréhender pour chacun des postes. Alors après, on met du vert, du orange ou du jaune, ou du rouge après, mais il faut vraiment analyser effectivement la question de la posture, la question du travail en hauteur, quand on va chercher des classeurs en hauteur, est-ce qu'on va tomber, qu'on met un tabouret, etc. Et ce document, il est primordial parce que si on ne l'a pas mis en place et qu'il y a malheureusement un accident, la responsabilité de l'entreprise va être engagée au nom de la faute inexcusable. Et là, ça se traduit non seulement des dommages et intérêts pour le salarié, mais il ne faut pas oublier non plus que augmenter les accidents du travail, avoir un accident du travail, ça fait augmenter aussi les taux de cotisation. C'est vrai. Et donc, ça a un coût financier. Il faut le préciser, ce DUER, ce fameux document dont vous dites qu'il est essentiel, il est obligatoire ou pas? Il est obligatoire et même il y a une sanction, outre l'aspect faute inexcusable, il y a une sanction administrative, une amende de 5e catégorie, donc 7 500 € pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Et c'est par type d'infraction constatée. Sans vous tirer les verres du nez, vous avez des entreprises que vous rencontrez qui vous disent je ne suis pas tout à fait au clair sur mon DUER, je ne l'ai pas bien rempli, il est là dans un coin recouvert de poussière. Enfin, est-ce que tout le monde joue le jeu là sur ce document? Encore une fois, dans les petites entreprises, c'est très difficile parce qu'on l'oublie, on dit qu'on l'a mis en place il y a 5 ans et puis on ne sait pas qu'il faut l'actualiser régulièrement, qu'il faut s'en préoccuper, surtout quand on n'a pas de partenaires sociaux. Et ça, c'est le comptable qui gère ou c'est vous? Ça, généralement, c'est en interne. Et puis après, nous, on intervient quand on leur pose des questions, notamment dans les audits d'acquisition ou lorsqu'il y a des évolutions de l'entreprise. Dernière question, Étienne. Comment ces fameuses mesures, puisque le ministre vraiment va lancer un plan, comment tout ça va être évalué? Parce que j'imagine que dans 6 mois, il va falloir essayer de savoir, ou dans 1 an, essayer de savoir si on est passé sous la barre des 500 morts en accident. Exactement. Alors, c'est un plan qui est censé durer 4 ans. Il est prévu un bilan d'étape dans 2 ans. Mais on va voir chaque année, de toute façon, les statistiques qui sont fournis au gouvernement sur ces accidents-là. On craint, nous, praticiens, une augmentation des accidents du travail liés à des suicides, liés à la crise Covid. Les burn-out pouvant entraîner des suicides. Exactement, donc on craint ces aspects-là. Encore une fois, le plan se focalise plus sur les accidents de travail en hauteur. Et vous intégrez l'idée qu'il y a aussi il y a d'autres sources. Oui, il y a d'autres sources, malheureusement, d'accidents du travail pour les salariés. Donc on considère qu'il y a un collaborateur, ce qui est arrivé dans certains secteurs du tertiaire, qui s'est suicidé sur son lieu de travail, il est basculé en accident mortel? Si ça se passe sur le lieu de travail, il y a une présomption, et donc c'est à l'employeur d'inverser la présomption en disant que c'était lié au fait qu'il avait des problèmes personnels, etc. Mais il y a une présomption quand ça arrive sur le lieu de travail de ce que c'est un accident du travail. Donc l'accidentologie que vous évoquez n'est pas uniquement liée à un poids lourd, à une chute d'un immeuble, mais avec les risques psychologiques, on pourrait avoir une augmentation aussi d'accidentologie. Alors on espère que ce plan va aider à baisser les autres causes
d'accidents du Ce qui ne travail. retire pas le fait qu'il faille être prudent et mettre toutes les mesures de sécurité. Exactement, Merci, c'est très important. Étienne Pujol, cabinet Berilo. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et s'intéresse justement au futur du travail à l'occasion d'une étude de la NDRH et du BCG sur la manière dont les DRH appréhendent ce futur du travail. Qu'est-ce qui a changé déjà et qu'est-ce qui risque de changer? On en parle avec mes invités juste après la pause.